Alors, maintenant, vous savez mon âge, j'ai 43 ans, puis ça fait 25 ans que je vote, et puis j'ai pas eu souvent l'impression de gagner mes élections. J'ai eu pas vraiment de député qui me ressemblait vraiment. Je pense que je suis trop à gauche, trop féministe, trop écolo, trop progressiste, puis depuis 10 ans, peut-être trop antispéciste ou animaliste pour avoir des élus qui me ressemblent. Et toutes les élections pour moi ont été quelque chose comme des déceptions. Mais il y a peut-être une petite exception. L'automne dernier, il y a Valérie Plante qui a été élue à la mairie de Montréal. Quand j'ai appris les résultats, j'étais en plein party de clôture du Festival Vegan de Montréal. On avait bien bu, donc ça a aidé à nourrir l'enthousiasme. J'étais aussi avec mes amis de la SPCA, puis on a vraiment sauté de joie. On ne s'attendait pas à cette victoire-là. Fait qu'on s'est empressé de faire plein de selfies, puis une fois qu'on a fait les selfies, puis rempli nos comptes de réseaux sociaux de notre enthousiasme, on a réalisé qu'on venait de porter au pouvoir une mairesse qui avait promis de sortir les chevaux du Vieux-Montréal, qui s'était positionnée contre les rodéos en ville, puis qui avait dit qu'elle allait suspendre l'interdiction de certaines races de chiens. C'est quand même énorme. C'est des luttes qu'on menait depuis des années et on pensait jamais que soudainement, on allait être écouté, puis on allait genre être en vacances de militer pour quelques mois. En tout cas, il venait de se passer quelque chose. On avait été écoutés. Puis tout porte à croire que le vote animaliste a vraiment, vraiment contribué à porter au pouvoir la première mairesse de l'histoire de Montréal. Ça s'est fait super rapidement, tout ça. On est nombreuses et nombreux à avoir milité de plein de façons pour ces enjeux-là. Moi, avec les filles de la SPCA, je les appelle les filles de la SPCA parce qu'à l'époque, je ne travaillais pas avec elles, on avait rencontré Luc Ferrandez il y a peut-être 3 ans. On avait réussi à avoir un rendez-vous, on s'était habillé propre, on était un peu intimidés de rentrer dans le bureau du maire du plateau. Quand on était assis, on s'est rendu compte qu'on avait comme 20 minutes. Maintenant, je comprends c'est quoi du monde avec des agendas chargés, mais à l'époque, je ne maîtrisais pas trop les enjeux. Quand on a commencé à lui parler des calèches, on a réalisé que malgré toutes les manifestations puis tous les articles qu'il y avait eu sur la question, il n'avait jamais réfléchi à ça. Il ne voyait pas qu'il y avait un problème avec les calèches du Vieux-Montréal. On lui a montré les enjeux d'éthique, tous les enjeux qu'il y avait autour de ces questions-là. Et rapidement, il a dit, ben ouais, c'est vrai. Puis en plus, c'est super quétaine, les calèches, il va falloir faire quelque chose. Et il a amené les changements qu'on connaît dans le programme de Projet Montréal pour se mobiliser contre les calèches. Ensuite, il y a des élus autour de lui qui ont fait le défi vegan. Lui, je pense pas. J'ai jamais osé lui demander. Puis en tout cas, on s'est rapprochés, nous, les animalistes, et Projet Montréal. Puis parallèlement, il y a eu des mobilisations, il y a eu des manifestations, il y a eu des discussions, des entrevues, toutes sortes d'affaires. Puis on a été écoutés. Nos enjeux ont été pris au sérieux. Je pense que depuis une couple d'années, il y a quelque chose qui se passe. Les personnes qui se déclarent véganes ou qui sont simplement pour le fait de bien traiter les animaux sont en croissance exponentielle. Je voyais un sondage qui disait que 90% des Canadiennes puis des Canadiens étaient contre l'élevage industriel de poulets. Évidemment, je me demande ce que mangent ces gens-là, mais n'empêche qu'ils sont quand même capables de dire que d'élever des poulets comme on le fait maintenant partout en Occident, ça ne fait pas leur affaire. Des plus récents sondages aussi disent que la proportion de végétariens, végétaliens frôle les 10%. On peut remettre en question la méthodologie et ces données-là, puisque ça veut dire vraiment, mais quand on regarde l'évolution de ces chiffres-là, même dans les 10 dernières années, on voit qu'il y a une croissance exponentielle. On voit aussi au Canada, mais aussi en Europe, que la moitié des personnes qui se déclarent véganes ont moins de 35 ans. Et puis, je me rappelle, il y a 10 ans, quand j'allais dans des cégeps parler d'antispécisme, on me traitait de folle. Maintenant, on trouve que je ne suis pas assez radicale, fait que c'est bon signe. Pourtant, même s'il y a de plus en plus de monde qui prennent les enjeux d'éthique animale au sérieux, on est assez peu représenté parmi les élus. Je ne connais pas de députés provinciaux qui sont véganes ou qui prennent même les enjeux animaliers au sérieux. Il y a même chez Québec solidaire, oui, il y a quelques articles de leur programme, mais à part ça, j'ai jamais senti de leur part un engagement ferme. C'est comme si dans la scène politique provinciale, les enjeux animaliers n'existaient pas.
Pourtant, les entreprises, dans notre système capitaliste, elles ont bien compris qu'il y avait un marché pour les véganes. Elles investissent pour développer des produits que le monde vont acheter, développent des options véganes dans les menus. Les compagnies de crème glacée traditionnelles inventent des crèmes glacées véganes. Les compagnies de viande investissent dans des viandes sans cruauté. Mais les politiciens traditionnels, eux autres, n'ont pas encore compris que cet enjeu-là était important. Pourtant, il y a plein d'analyses qui montrent que le poids des animalistes vont jouer dans les élections. Je pense que la question des pitbulls a pas mal pris l'équipe Coder par surprise, mais Projet Montréal a réussi à surfer dessus. À New York, c'est aussi la question des calèches qui a en partie permis l'élection de Bill de Blasio à la mairie, sauf que lui, il n'a pas tenu sa promesse de sortir les calèches de New York, donc on va voir ce qui va se passer aux prochaines élections. En France, il n'y a pas grand monde non plus qui s'attendait à un score aussi fort pour le Parti animaliste. Là, je ne parle pas de mon score avec Renan Larue, mais à l'échelle de la France, le Parti animaliste a fait plus que 1%, ce qui est énorme pour un nouveau parti qui avait absolument aucun moyen, qui était pas très connu des médias, pas très pris au sérieux non plus, mais il a réussi à surfer sur la vague animaliste, sur les images de L214, sur les méga manifestations pour la fermeture des abattoirs et tout ça. À New York, il y a un groupe qui a compris que le vote des animalistes est important, ça s'appelle Voters for Animal Rights. Et eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils identifient des politiciennes puis des politiciens qui sont animal friendly et ils encouragent les animalistes à aller voter pour eux. Et ça fonctionne. On se retrouve aux différentes instances de l'État de New York avec des alliés qui vont permettre de faire avancer certains enjeux. En France, on a la même chose. L214 a monté le site Politique Animaux où chaque candidat et candidate aux législatives avait un score en fonction de son intérêt sur la question animale, puis de ses engagements. Et puis, bien évidemment, les animalistes étaient incités à aller voter pour des gens qui prenaient en question ces questions, qui prenaient au sérieux ces questions-là. Même en Angleterre, le Parti travailliste vient de lancer une plateforme en matière de bien-être animal qui est quand même super importante. Ils proposent d'interdire l'exportation des animaux vivants. Ils vont contrôler l'interdiction des animaux domestiques dans les baux résidentiels. C'est un peu le même problème qu'ici. Ils reconnaissent la sentience des animaux dans la loi. Ils veulent mieux contrôler la chasse, mieux contrôler les tests pharmaceutiques. Donner aussi, puis ça c'est un enjeu important, un plus grand accès aux soins vétérinaires aux personnes à faible revenu. C'est évidemment pas méga révolutionnaire, on ne va pas mettre fin à la cruauté animale avec ça, mais c'est quand même beaucoup pour un grand parti traditionnel. Puis surtout, c'est pas un engagement qui est comme une note de bas de page perdue dans le fond de leur programme. Ils ont fait un super site web autour de ça. Il y a eu beaucoup de relations de presse, les grands journaux britanniques en ont parlé. Puis globalement, ces idées-là ont été bien reçues. Il n'y a pas eu d'opposition. Et c'est ça qu'il faut retenir, c'est que quand on parle d'enjeux animalistes, les gens disent « Oui, on est d'accord, on devrait le faire ». Je pense qu'on est vraiment rendu à un point où, un peu partout dans le monde, les citoyennes puis les citoyens sont prêts à ce que les animaux soient beaucoup mieux protégés. Puis la science est de notre bord quand même. Dans une entrevue à Free Economics, en fait, l'épisode de cette semaine de Free Economics, puis vous devriez vous abonner en fait à ce podcast-là. C'est un peu mon podcast préféré. C'est un podcast sur l'économie, mais c'est comme de l'économie le fun. Puis abonnez-vous aussi à Hidden Brain de NPR, là, qui est un autre super podcast, le fun. Mais toujours est-il que dans Free Economics, il y avait le sociologue de Princeton, Dalton Conley, qui répondait à une question qu'on s'est toutes déjà posée et toutes déjà fait poser. Qu'est-ce qui sépare les humains des autres animaux? Puis sa réponse était vraiment intéressante. Il montrait qu'un par un, on a réalisé que tous les attributs qu'on pensait être des propres de l'humain étaient aussi trouvables dans d'autres espèces. Par exemple, les corbeaux utilisent des outils. Je me rappelle, la première présentation que j'ai faite sur les questions d'éthique animale, je l'ai faite avec Martin, puis on avait une vidéo d'un corbeau qui utilisait un outil pour aller chercher, puis on était vraiment contents d'avoir trouvé ça. On a fait « Yes, les corbeaux utilisent des outils ». Je ne sais pas s'il y a d'autres animaux qui en utilisent, mais les corbeaux avaient comme réglé notre problème d'outils. Les éléphants peuvent se reconnaître dans un miroir. Il y a des baleines qui créent des réseaux sociaux de la même taille puis de la même complexité que les nôtres, là, des vrais réseaux sociaux, là, pas Facebook.
Il y a des pingouins qui pleurent leur mort, des gibbons qui sont une sorte de singe ou des gibbons, je ne sais pas trop, je ne suis pas très bonne dans les singes. Eux autres sont monogames, alors que les bonobos sont polyamoureux. Il y a des canards qui pratiquent le viol. Il y a des chimpanzés qui ont des esclaves. Il y a certaines sortes d'araignées qui se suicident. Et les dauphins ont un langage. Et ça, c'est pas tout. Là, je pourrais en nommer plein. Mais ce qui est clair, c'est que les connaissances scientifiques là-dessus s'accumulent. Il s'agit de se pencher sur une question, de réfléchir, d'observer les animaux pour apprendre plein de choses. En tout cas, ça fait des années que les militantes puis les militants en parlent. Et j'ai l'impression qu'enfin, cette vieille idée-là qu'il y aurait une séparation quelconque entre l'humain et les autres animaux étant à s'effacer dans la tête de la plupart des citoyennes puis des citoyens. En tout cas, dans la tête de beaucoup de monde, peut-être pas de Mario Dumont, mais même un peu partout ailleurs. Je pense qu'on est à un point où notre mouvement, le mouvement pour les droits des animaux, peut agir comme un catalyseur de ce changement-là dans la société. On est capable de demander à nos élus des engagements, des changements importants dans les politiques publiques, dans les lois. Évidemment, il faut continuer à encourager les citoyennes puis les citoyens à devenir véganes ou en tout cas à réduire drastiquement leur consommation de produits issus de l'exploitation animale. Je suis encore molle aux yeux de Valérie. Mais il faut aussi pousser pour des changements institutionnels. On est rendu là. Et puis, on n'a pas besoin d'attendre que tout le monde soit végane pour que la question des droits des animaux devienne une question politique dominante. Puis je commence à penser, puis ça c'est une idée que j'ai depuis quelques mois, peut-être que l'élection de Valérie Plante m'a aidé là-dessus, mais que les changements les plus importants qu'on pourrait avoir à court terme sont au niveau municipal. Puis il y a plein d'exemples partout dans le monde d'avancées qu'on a eues à l'échelle locale. Par exemple, les véhicules tirés par des chevaux sont interdits à Bogota. Les calèches sont aussi interdites à Toronto, à Paris, à Las Vegas, à Barcelone, puis bientôt à Montréal, je l'espère. San Francisco vient d'interdire la vente de fourrure. C'est le cas aussi à Berkeley puis à West Hollywood. Je comprends que le climat de San Francisco n'est pas le même que Montréal. N'empêche qu'un simple règlement municipal a permis cette interdiction-là. On a interdit la vente d'animaux en animalerie à Vancouver et à Ottawa, entre autres. Le dégriffage de chats est interdit dans plusieurs pays. C'est aussi interdit en Nouvelle-Écosse. Je sais que c'est une province, que c'est pas une ville, mais c'est comme c'est tout petit, là, fait que ça se ressemble. Mais si à Denver, au Colorado, dans des villes californiennes aussi, c'est interdit. Dans le milieu des refuges animaliers, il y a une notion qui s'appelle le no-kill. C'est l'obligation d'euthanasier moins de 10% des animaux qui rentrent dans le refuge. Le SPCA de Montréal, notre taux d'euthanasie est plus bas que ça, mais il n'y a personne qui nous y contraint. La Ville de Montréal ne surveille pas notre taux d'euthanasie, même si on gère les contrats de la Ville de Montréal. L'autre refuge de la Ville de Montréal, qui est lui privé, je suis certaine que c'est beaucoup plus élevé que ça, mais il y a des villes comme Los Angeles, qui est no-kill pour les chiens, San Francisco, no-kill pour les chats et les chiens, comme Austin, comme Calgary, la Ville de Montréal ou d'autres villes comme Québec, par exemple, pourraient devenir des villes no-kill. Et pourquoi pas étendre ces réglementations-là aux autres animaux que les chats et les chiens. La mairesse de Turin veut faire de sa ville une ville végane. Elle a évidemment reçu beaucoup de résistance, mais elle a commencé par imposer des repas sans protéines animales une fois par mois dans les écoles de Turin. C'est la même chose à Brooklyn, où il y a une quinzaine d'écoles à l'initiative du maire de New York qui ont les lundis sans viande. On peut s'imaginer que la CSDM mettrait en place ce genre de politique-là. C'est possible. Je respecte mon temps. La mairesse de Barcelone qui a déclaré sa ville veg-friendly. Elle se bat aussi contre les corridas. À Toronto, les chiens sont acceptés dans les transports collectifs, les week-ends puis à l'extérieur de l'heure de pointe. Je ne comprends pas pourquoi à Montréal, on ne peut pas prendre le métro ou l'autobus avec son chien. Il n'y a plus de baleines en captivité à Vancouver. Plus d'animaux de cirque à Mexico. D'ailleurs, la Ville de Mexico reconnaît des obligations aux animaux et dans sa constitution dit qu'il y a une obligation pour les citoyens et les citoyennes d'en prendre soin. Puis il y a plein d'autres exemples comme ça.
Ces changements-là, ils sont venus parce que des citoyennes puis des citoyens comme vous puis moi qui ont fait pression. À San Francisco, par exemple, c'est des groupes comme Direct Action Everywhere qui ont manifesté pendant des semaines puis ont fini par l'avoir, l'interdiction de vente de fourrure. Il s'agit de se mobiliser, puis on finit par arriver à des choses. Puis je sais qu'ultimement, ce qu'on veut, c'est la libération animale, mais je pense que ça va être plus facile à court terme de faire avancer les choses si on a des demandes concrètes comme celles que je viens de vous énumérer. Et parce que les politiciens municipaux sont peut-être plus proches, plus accessibles que les élus provinciaux ou fédéraux avec qui on a peu de contact. Puis de toute façon, on n'a pas vraiment le choix que de se retourner vers des moyens moins traditionnels si on veut faire avancer les choses. Nos ressources sont limitées, le lobbying, on ne peut pas en faire tant que ça. Des poursuites contre des instances gouvernementales, on ne peut pas en faire tant que ça non plus. On n'a pas beaucoup d'argent, mais on peut développer des liens avec des élus, on peut manifester, on peut faire avancer des petits dossiers. Je pense qu'on a juste à multiplier les moyens, puis ce qui va arriver, c'est qu'on va créer des brèches, puis des brèches qui vont faire avancer lentement les choses. Je pense qu'on est rendu à un point de bascule. Les données scientifiques sont là, les jeunes sont prêts, les médias commencent à nous écouter, notre vote compte. On va créer une sorte d'étau. On va faire avancer la cause municipale, la cause animale au municipal, ça c'est clair. Puis on va continuer de penser aux moyens détournés de la faire avancer, genre le guide alimentaire canadien qui va être lancé d'ici quelques mois. Il va être pas mal vegan-friendly parce que les vegans se sont prononcés pendant les discussions qu'il y avait sur ce sujet-là. Puis ce que j'ai entendu dire, c'est que la moitié des commentaires qui avaient été reçus sur le nouveau guide alimentaire étaient vegan. Fait que le gouvernement, à un moment donné, n'a pas le choix d'au moins nous écouter un peu. Puis à un moment donné, on va finir par l'avoir, notre modernisation du code criminel. En fait, notre code criminel actuel, il date du 19e siècle. Il y a eu une réforme en 1955, mais depuis, il n'y a aucun changement qui a été accepté. Si on veut protéger les animaux, il faut évidemment réformer le code criminel, mais on va y arriver, je pense, en faisant ces petites brèches-là dans le système. Quand on regarde nos actions individuelles au jour le jour, on a l'impression qu'il n'y a pas grand-chose qui bouge, mais je pense que tout ça mis ensemble, tout ce qu'on fait, ça crée, comme je l'ai dit, une sorte d'étau. Ça fait évoluer la société, ça rend le véganisme, les droits des animaux comme quelque chose d'acceptable. À un moment donné, on va avoir des élus qui sont sensibles à la cause animale, on va avoir des juges qui sont sensibles à la cause animale, et les choses vont changer concrètement. Je pense qu'on est vraiment, vraiment sur le bord d'un point de bascule. Le fait qu'on est rassemblés ici, c'en est la preuve. Les choses changent, puis c'est nous autres qui les faisons changer. Merci.